J'ai une grenade! Attention, je la dégoupille! Salut tout le monde et bienvenue pour cette dernière partie dédiée aux fugitifs qui sera un peu plus courte que les autres. En 1986, avant son départ pour les États-Unis, Francis Weber reforme le célèbre duo pour une troisième et dernière aventure. Et comme pour les précédents, un enfant va être au centre de l'intrigue, mais cette fois-ci, point d'ironie dramatique, point de recherche, on sait où il est. Notre histoire commence avec Lucas, un braqueur de banque fraîchement sorti de prison après avoir purgé une peine de 5 ans. Il est accueilli par le commissaire Duroc, joué par Maurice Barrier, le père de Michel dans Les Compères, et par son adjoint, joué par Philippe Lelièvre. Inutile de vous dire que le repris de justice est joué par Depardieu. Lucas souhaite se ranger, il va déposer un chèque à la banque, mais pas de chance, il va tomber sur François Pignon qui tente de dévaliser la dite banque. Sauf que voilà, il est particulièrement maladroit et s'y prend très mal. Le commissaire Duroc arrive sur les lieux, et Pignon est contraint de prendre un otage. Pas de chance bis, ça tombe sur Lucas. Duroc croit alors que c'est Lucas qui mène la danse. Lucas, c'est moi, Duroc. Je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Je veux rien, moi je suis l'otage. Forcément, quiproquo, gag, la formule habituelle. Mais avec cette petite nuance qu'on a l'impression qu'ici c'est Depardieu le poissard. Notre duo reconstitué arrive néanmoins à s'échapper, mais Lucas se fait tirer dessus par le maladroit Pignon. Par la force des choses, Lucas accepte alors d'être emmené chez une connaissance de Pignon pour se faire soigner, en l'occurrence un vétérinaire à la retraite, joué par Jean Carmet. Alors s'il vous plaît, monsieur Martin, examinez-le, c'est urgent. L'examiner, je saurais plus. C'est quoi comme race? Mais il va me chier partout encore, puis j'ai plus de femme de ménage. Mais non, il est très propre. C'est à ce moment-là que les spectateurs découvrent la petite Jeanne, la fille de Pignon, qui est muette depuis la mort de sa mère, il y a 3 ans. Pignon étant sans revenu, les vilains de l'assistance publique le menacent de lui enlever la garde, puisqu'il est au chômage. D'où l'idée de braquer une banque. Eh oui, il vaut mieux être un criminel riche qu'un pauvre innocent. Et Pignon, c'est un criminel pauvre en fait. Les deux hommes s'engagent l'un envers l'autre, Lucas aide Pignon à fuir la police, et ce dernier fait des aveux pour le disculper. Suivront d'autres péripéties où l'on découvrira que la petite Jeanne sortira de son mutisme au contact de Lucas, qui verra son cœur de dur à cuire fondre comme du beurre dans un four. Lucas est alors disculpé. J'ai qu'une chose à dire, Lucas est libre, il n'y a plus aucune charge contre lui. Venez. Et entreprend une activité honnête de serrurier. Sauf que la petite Jeanne se fait attraper par la police et est remise à l'assistante sociale dans une école spécialisée. Lucas l'apprend et décide de lui rendre visite. Il croisera alors Pignon et l'aidera à délivrer sa fille. Notre duo se trouvera de nouveau en cavale, croisera la route d'un médecin en la personne de Michel Blanc et finira par quitter la France en déguisant la petite Jeanne en garçon pendant que Pignon jouera le rôle de la femme. Ils réussissent leur coup, mais Lucas, décidément attaché à Jeanne, restera avec eux quelques jours, mettant ainsi un terme à leur cavale, mais aussi au duo Depardieu-Richard. Je peux pas rester toute la vie avec vous, moi. J'ai autre chose à foutre. Bien sûr. Bien sûr. C'est en effet la dernière fois que ce dernier jouera le rôle de François Pignon, Perrin, qu'il a tenu à 7 reprises. C'est aussi la dernière fois qu'il tournera avec Weber. Le film confirmera sa qualité au box-office, car même s'il n'obtient pas le succès de La Chèvre, il n'est pas loin des compères puisqu'il finit à la 6ème place du box-office, avec 4,5 millions d'entrées, derrière Jean de Florette, Rocky IV, ou encore Le Nom de la Rose, mais devant Highlander, Top Gun ou encore Aliens. Joli succès. Alors c'est pas le plus aimé du public, mais c'est peut-être le plus abouti, bien que ce n'est pas celui que je préfère. Weber confirme ce qu'il avait commencé à initier dans Les Fugitifs, c'est-à-dire une histoire plus profonde, basée sur l'émotion, et ça marche beaucoup mieux ici. La jeune Anaïs Brett, dans le rôle de Jeanne, malgré son âge et son manque de texte, arrive à sortir une belle prestation, bien au-dessus de celle de la petite Benz ou de Tristan. On s'attache à cette petite fille muette et on ne peut être qu'attendri par son histoire et celle de son papa, qui fait tout pour la garder auprès de lui, bien que la voie qu'il a choisie ne soit pas la meilleure. Le duo marche encore très bien, Depardieu est impeccable dans son rôle de repenti, au grand cœur qui voit dans la petite Jeanne une occasion de se racheter et de construire une nouvelle vie. Quant à Richard, il démontre qu'au-delà du personnage toujours gaffeur et naïf, il peut aussi être émouvant et touchant. Il excelle dans son rôle du père blessé, cassé et désemparé. Richard n'est plus dans son rôle d'Auguste, le joyeux clown. On a l'impression que les rôles sont vraiment inversés, bien que Depardieu n'est pas à proprement parler un clown. L'écriture de Weber nous sort de nos habitudes en réalité. Il explore une nouvelle facette du duo basée sur l'émotion cette fois-ci. Le souci, c'est que l'excellent duo passe assez peu de temps ensemble par rapport aux autres films. J'irais même me risquer à dire qu'ils passent au second plan. Du coup, il y a moins d'interaction entre les deux, et en plus, il y a davantage d'émotions que d'humour lorsqu'ils sont ensemble.
Et bah on rigole moins de leur opposition, hein, c'est la conséquence. Cela étant, c'est assez bien compensé par les autres personnages de l'histoire, Michel Blanc bien sûr qui joue toujours très juste, mais surtout toute la partie avec Jean Carmet dans le rôle du vétérinaire. Ce passage-là est vraiment superbement écrit et très bien joué. D'ailleurs, ce rôle a permis à Jean Carmet de décrocher une nomination pour le César du meilleur second rôle masculin. Néanmoins, n'allez pas voir ce film en imaginant que vous allez vous fendre la poire du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas du tout ce que vend le film. C'est davantage une comédie dramatique qu'une comédie burlesque. Personnellement, ce n'est pas mon genre de film, mais je lui reconnais bien volontiers ses qualités. On est dans la comédie douce, amère, poétique, loin du petit théâtre de boulevard. J'adore particulièrement la scène avec le braquage de banque et Pierre Richard qui essaie de dégoupiller une grenade. 40 ans après, ça me fait toujours marrer. Du point de vue du scénario, il est bien construit, les dialogues sont soignés, hein, c'est du Weber. Il est revenu à un scénario plus simple puisqu'il n'y a réellement qu'une seule intrigue autour de la petite Jeanne. Et comme vous le voyez, cela n'en fait pas un film plus simple que Les Compères. Au contraire, l'intrigue est mieux travaillée, elle est plus profonde, la réalisation est basique, mais dynamique, bien plus que pour Les Compères. Mais si l'histoire est la plus inventive de la trilogie, je lui trouve parfois des facilités d'écriture, comme par exemple le moment où ils ont besoin absolument d'un médecin en pleine nuit, et juste à ce moment-là, Lucas reçoit un appel pour venir dépanner un client qui est justement médecin. Amenez-moi chez un médecin, bordel de merde. Oui, j'écoute. Bon, il y a un dépannage à faire. Rue du Paradis au 18, chez le docteur Gilbert. Chez qui? Chez un médecin, le docteur Gilbert. Ouais, un peu facile. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça, et il faut quand même reconnaître le tour de force de Weber d'esquisser les contours d'une famille homoparentale. Platonique, certes, mais quand même, on est dans les années 80, et malgré son moins bon score des 3 films, il reste tout autant un film culte, indissociable de ce trio qui en a inspiré d'autres. Bah, tenez, par exemple, en 1995, des 3 frères. Le coup de déguisement de l'enfant au sexe opposé, c'est un peu le même principe. Ou encore Monsieur Batignolles en 2002, hein, un passeur d'enfants pendant la guerre dont la fin s'inspire de celle des fugitifs. Junio, s'attachant aux enfants qu'il a aidés à quitter la France, et reste finalement avec eux. Un petit mot sur la musique de Vladimir Cosma, elle est toujours excellente, mais elle m'a moins marqué. Cela dit, elle a ce côté doux et envoûtant qui scie à merveille au style plutôt mélo-poétique du film. C'est encore une très grosse BO. Et son final est extrêmement bon d'ailleurs. C'est le film de la trilogie qui a le moins bien marché, et bizarrement, le remake américain est celui qui a le mieux marché. Et oui, Les Fugitifs a fait lui aussi l'objet d'un remake sur le sol américain en 1989. C'est le premier de la trilogie à être adapté, et il a été réalisé par Francis Weber himself. C'est peut-être aussi pour ça que c'est le remake qui a le mieux marché, puisqu'il arrive à se classer quand même 30e du box-office et récolte 40,5 millions de dollars. Ce qui le place loin devant les deux autres. Et c'est une jolie performance, hein. Comme c'est adapté par Weber, le scénario est le même, c'est un copier-coller, reposant sur le duo Nick Nolte et Martin Short. Et franchement, c'est pas un mauvais choix. Je trouve que Martin Short est meilleur dans ce type de rôle plus nuancé que dans celui de la chèvre, même s'il n'arrive pas à lui donner la profondeur que lui donnait Pierre Richard. Et Nick Nolte, sur le papier, il a la prestance pour jouer un ex-tolard, bourru, au cœur tendre, et ça passe. C'est pas parfait, mais ça passe. Franchement, le film est sans aucun doute le meilleur remake des 3, même s'il reste un copier-coller. Il tient clairement pas la route par rapport à l'original, que je vous conseillerais toujours, mais il se laisse regarder. La critique française est assez dure car c'est un simple remake et on n'en voit pas l'utilité chez nous, hein, c'est une évidence, mais pour un américain, ce film est tout à fait correct. Hein. Hélas, c'est pas suffisant pour que Francis Weber puisse percer aux États-Unis, et finalement, c'est pas plus mal car son échec au pays des Indiens le fera revenir encore plus fort chez nous pour nous signer son scénario le plus populaire, le Dîner de cons. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour conclure, vous avez une trilogie globalement de très bonne qualité avec des films qui vous apporteront quelque chose de différent. Si vous souhaitez décrocher votre cerveau, rire et passer un bon moment rythmé, c'est La Chèvre qu'il vous faut. Si vous souhaitez un peu d'humour et beaucoup de tendresse et d'émotion, alors regardez Les Fugitifs. Et puis si vous voulez un mélange des deux, optez pour Les Compères. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'en ai fini avec cette rétrospective, j'espère que ce nouveau format dans l'univers du cinéma vous a plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires pour me motiver à en faire d'autres. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rétro. En attendant, prenez soin de vous.